C'est dimanche, c'est Blue Sport et c'est le temps additionnel. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre une petite demi-heure pour faire le tour de ce qui s'est passé en ce dimanche de 5e journée de Super League. Avec moi, Claude Riff. Bonsoir Claude. Bonsoir Mathias. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, on a Mathias. passé toute la journée ensemble. On a vu passablement de choses. On se posait des questions au moment de prendre l'antenne à 14h sur ce qu'on allait tirer comme enseignement aujourd'hui. Finalement, Lausanne n'a toujours pas gagné. Servette n'a pas forcément confirmé. Et puis le choc au sommet entre les deux cadors du championnat n'a pas donné grand-chose. C'est un petit peu le statu quo, si je devais schématiser. On ne sait toujours pas qui est actuellement la meilleure équipe du pays. 1-1 entre Bâle et IB, on le verra plus tard. Lausanne qui ne gagne pas, Lucerne qui ne gagne pas non plus. On verra les images aussi ensuite. Pas grands enseignements à tirer pour l'instant de cette journée, je trouve. Ouais, pourtant, il y avait quoi arriver à autre chose que 3 fois 1-1. Oui, alors surtout du côté peut-être de Lucerne, qui a tiré 3 fois sur les poteaux en deuxième mi-temps. Donc ils peuvent avoir des regrets légitimes. C'est vrai qu'il n'y avait pas de quoi, mais pas non plus de quoi s'enflammer. Alors c'est vrai qu'on a vu ce match de Servette-Getse qui s'est quand même un petit peu éteint avec très peu d'occasions en deuxième mi-temps. Malheureusement, le Bâle IB avec ce carton rouge juste avant la mi-temps, ça fait du 11 contre 10. Donc ça bloque totalement le match. Le spectacle n'est pas le même. Et comme téléspectateur ou comme spectateur, je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de carton rouge pendant le match. Ça vous change la qualité et ce n'est pas du tout aussi intéressant. Alors on va revenir sur tout ça, messieurs, on a du temps et on commence par le premier match qui s'est déroulé aujourd'hui, la rencontre entre Lucerne et Lausanne. C'était le match des mal classés qui restent mal classés. On rentre dans ce match avec tout de suite le but, 27e minute, 28e minute. Il y a ce corner et puis Elton Montero qui jaillit pour battre le portier lucernois. À ce moment-là du jeu, du match, Lausanne est bien payée. Oui, ils sont bien payés parce que Lucerne avait quand même l'emprise sur le jeu, avait quand même la possession en se montrant quand même assez stérile parce qu'ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions. Mais Lausanne a eu quelques incursions et c'est plus ou moins contre le cours du jeu qu'ils ouvrent le score. Par contre, après, il y a des actions lausannoises, notamment celle-ci, quelques minutes plus tard, avec la puissance de George là, qui voit son envoi renvoyé par le poteau. Il a bien joué, bien protégé. Et donc, c'est vrai, un avantage de 4 occasions de but à 1 pour le Lausanne Sport, même si la possession de balle était pour Lucerne. Quand même, là, on voit l'esprit de décision du joueur. Il y avait un tout petit trou, il l'a pratiquement trouvé. Ouais, alors on se dit à ce moment-là, à la mi-temps, que c'est compliqué pour Lucerne et que peut-être Lausanne a manqué le break parce qu'il y avait des occasions. Et on va voir que Lucerne va revenir avec une toute autre attitude en deuxième période. Et puis il va y avoir des changements heureux pour Lucerne avec les entrées conjuguées de Campo qui touche la balle là pour Sidler, les deux hommes qui viennent d'entrer. Et c'est 1-1, coaching gagnant du côté de Célestini. Oui, alors ça c'est anecdotique. Par contre, Lucerne est revenu sur le terrain en deuxième période avec de bien meilleures intentions. On l'a vu d'emblée, dès la 46e minute, avec beaucoup d'emprise sur l'adversaire, beaucoup de pressing également. Et cette fois, cette possession, elle s'est concrétisée par un but. Pardon. Et vous le disiez, Claude, effectivement, Lucerne qui a touché du bois, des poteaux. Et c'est Campo qui va être malheureux par 2 fois à l'heure de jeu. Une première fois, c'est poteau droit de Moridio. Et puis après, ce sera côté gauche. Ça se joue à quelques millimètres. Oui, à exactement quelques centimètres. Alors là, l'action était superbe, le centre en rétro. Et Campo qui venait de rentrer, qui est un très bon joueur qu'on est très heureux de retrouver dans le championnat de Suisse. Regardez, en 2 touches de balle, c'est assez incroyable. Ce genre d'action, il y en aura encore un troisième. Là, Moridio vraiment peut invoquer les dieux. Oui, il va y avoir encore ce coup franc aussi de Hamdouni, arrêt de Vasic qui était important cet arrêt-là. Oui, parce que ça aurait été de nouveau un peu contre le cours du jeu parce que Lausanne n'a pas montré grand-chose en deuxième période et s'est contenté de rester très très bas. Et puis tout en fin de match, Lucerne va encore une fois être malheureux avec Tazar là, qui est entré et qui trouve lui aussi le poteau droit de Moridio. On est quand même passé plus près d'une victoire lucernoise que d'une victoire
lausannoise, mais finalement les cancres de la classe restent groupés. Reste groupé, mais c'est surtout, voilà, c'est la réaction de Lucerne. On a entendu le public. En fait, c'est une équipe qui ne laisse pas indifférent, qui s'est créé des occasions, qui a réussi à retourner la situation. C'est pas toujours facile, même si Lucerne a souvent montré deux visages d'une mi-temps à l'autre. Et puis voilà, c'est 3 tirs sur le poteau. Avant la pause, je dirais, des équipes nationales pendant 2 semaines. Chacun fait 1 point, chacun espère retrouver ses blessés, de relancer la machine, autant pour Borenovic que pour Celestini. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Je crois que personne ne voulait vraiment perdre cet après-midi. Ouais, personne n'a perdu. Une réaction lausannoise après cette rencontre. Cameron Puertas, aujourd'hui on peut estimer que c'est un point chanceux ramené par Lausanne. Ouais, sur la deuxième mi-temps, je dirais c'est un bon point de prix avec les occasions qu'ils ont eues, notamment à la dernière minute, le poteau. Mais c'est un bon point de prix, on va garder surtout la combativité et l'esprit d'équipe qui était top. Comment on peut expliquer que Lausanne n'arrive pas à tenir 90 minutes, à jouer au niveau qui était le sien en fin de première mi-temps? Je pense parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'il est normal que vers la fin, on n'a plus la même énergie pour garder le ballon, pour essayer de marquer. Après, c'est un bon point de prix. Défensivement, on a bien tenu et voilà. Sur quel point vous allez devoir travailler durant les 2 prochaines semaines lors de la pause internationale? Je pense essayer de garder 90 minutes le même rythme. Essayer de concrétiser les occasions qu'on a, les contre-attaques, les jouer plus simples. Après, je pense qu'on s'est déjà bien remis de nos 3 premières défaites et on prend 2 points sur les 2 derniers matchs, et chose qui est bien. On peut dire que Lausanne est sur la bonne voie? Oui, c'est clair qu'on est sur la bonne voie. On est surtout au niveau état d'esprit et c'est surtout ça qu'il faut garder, l'état d'esprit est top. Et on vient de l'apprendre, Lausanne qui a engagé un défenseur contre lequel vous avez joué, Simone Grippo. Bonne pioche pour le LS? Ouais, c'est un profil intéressant qui avait réalisé une très très bonne saison à Vaduz, il me semble, en 2016-2017, qui était ensuite parti en Espagne, qui était capitaine en 2e division espagnole l'année passée. C'est pas anodin, c'est signe de performance. Et finalement, c'est un profil qu'ils n'avaient pas, un joueur expérimenté, un patron dans une défense. Il était capitaine également à Vaduz. Athlétique, 1m88, qui est aussi bon avec les pieds. Je pense qu'il va être positionné dans l'axe de la défense. Montero va peut-être passer à gauche ou à droite. Et ensuite, la 3e place sera peut-être à disputer entre les jeunes joueurs qu'ils ont à disposition. Ouais, il y a du temps pour travailler tout ça, puisqu'il y a la pause des équipes nationales. On passe à la 2e partie, celle qui opposait l'autre roman, Getse Servette. Et là, on rentre aussi avec un but dans cette partie. À la 20e, c'est Konya, le milieu de Servette, qui va faire tout seul en récupérant ce ballon et qui va adresser un bon shoot qui rebondit devant Moreira. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score, un shoot à 25 mètres. On peut être surpris peut-être que le gardien n'ait pas réussi à arrêter ce ballon, mais frappe exactement, elle rebondit exactement devant sa main. Et puis c'est l'initiative de Konya. C'est effectivement pour un milieu de terrain, on attend ces prises de risque et ces verticalisations balle au pied. Alors, Servette qui est mieux rentré dans la partie, mais les sauterelles vont réagir. Et puis, elles vont obtenir là un penalty à la 36e. Penalty logique, faute il y a dans les 16 mètres. Et la décision de l'arbitre est correcte. Oui, en toute honnêteté, en live, on s'est dit que c'était très très sévère. Alors certes, le ballon est déjà joué par Campana. Par contre, à retardement, il y a une vraie faute de Sautier qui accroche le pied gauche de Campana. Et peu importe si le ballon est déjà joué ou pas, c'est faute à l'intérieur des 16 mètres. C'est penalty logique pour Getse. Et Campana, là, tire vraiment bien son penalty parce que Jérémy Frick part du bon côté. Oui, il fallait vraiment bien l'attirer, vraiment bien. Ces petits filets, comme on l'appelle, c'est-à-dire ces ballons qui rebondissent, regardez, dans le petit filet. Et là, pour un gardien de but, c'est extrêmement difficile d'arrêter. Alors à partir de là, le match va quelque peu sombrer dans une partie sans grand intérêt, mais quand même il va y avoir des choses. On a vu la frappe de Diana. Il va y avoir aussi une action côté servettien avec Rodelin qui remise sur Kay, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment en 2e période. Non, la partie elle a un petit peu ronronné, il y avait un faux rythme. Chaque équipe a eu 2-3 possibilités sans grandes occasions, à part là, c'est une situation qui aurait pu déboucher sur un but, mais on s'est un petit peu endormi en 2e période. Il y a eu 7 actions de jeu encore en fin de partie avec, on l'a cru là, le but victorieux de Servette, Schalke, qui réalise un contrôle somptueux, mais c'est un peu aidé de la main. Oui, mais c'est une situation qui est quand même litigieuse, parce qu'on voit que le contrôle de Schalke est magnifique,
que Schalke touche le ballon ensuite de la main, mais par contre, on voit aussi que Cvetkovic, il y a quand même un agrandissement de la surface corporelle qui aurait pu déboucher sur un penalty. Donc, ils ont eu recours à la VAR, ils ont estimé qu'il y avait main de Schalke, mais dans un premier temps, il y a quand même main-épaule de Cvetkovic qui s'emmène un petit peu le ballon et ça aurait pu être interprété différemment. Donc, Servette aurait pu bénéficier d'un penalty pour moi quand même. Alors après le 1-1 entre Lucerne et Lausanne, c'est 1-1 également là entre Getse et Servette. On écoute une réaction d'après-match. Vincent Sasso, un point ici au Letzigrund. Ça vous satisfait ou vous repartez frustré? Forcément un peu frustré parce que je pense qu'il y avait matière aujourd'hui à prendre 3 points. Après voilà, ça fait partie du foot et on va se contenter d'un point aujourd'hui. Vos coéquipiers vous disent parler de l'arbitrage. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Wolfensberger? Bon, apparemment, j'ai pas vu l'image encore, mais c'est vrai qu'apparemment il y a une main dans la surface juste avant le but de Schalke. Donc si logiquement la VAR doit intervenir, c'est pour la main du joueur de Zurich et pas de Schalke. Mais bon, c'est des faits de jeu, on a l'habitude maintenant en Suisse. Et voilà, il faut se contenter d'un point et c'est comme ça. Un point mérité, plus encore sur la première mi-temps que sur la deuxième. On a vu un meilleur Servette en première période. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu pas mal de bonnes situations et de bonnes séquences. Après, on avait un adversaire en face bien compact, bien en place et c'était pas facile de jouer. Mais voilà, on est quand même satisfait du contenu et on va continuer à travailler. Vincent Sasso qui reparle de cette main dans les 16 mètres juste avant le but de Schalke. Vous avez une lecture un tout petit peu différente. Claude, on va revoir cette occasion. Vous allez nous expliquer? Alors oui, j'ai une lecture différente. C'est-à-dire que voilà, on a tous des lectures maintenant sur la VAR et sur les fautes de main. C'est bien sûr pas sur cette image que l'on verra véritablement. Il me semble quand même que le joueur de Getse, c'est plus proche de son épaule qu'autre chose. Alors déjà, le bras, on n'arrive pas à l'enlever, mais l'épaule, alors on peut vraiment pas l'enlever. Et regardons ces images. Comme quoi, quelquefois, c'est quand même très haut du bras. Et par contre, le joueur servettien, c'est beaucoup plus de la main. Donc entre les deux, entre l'épaule de Getse et la main du servettien, c'est quand même la main. Ouais. Oui, alors moi, comme j'ai dit, c'est litigieux, c'est pas un penalty net. Par contre, je suis d'accord avec Claude, ça touche l'épaule. Par contre, il y a quand même un petit geste de Cvetkovic pour s'emmener le ballon de l'épaule ou du biceps, un peu. Selon l'interprétation, c'est pas aussi clair que ça. Moi, je suis pas arbitre, je suis pas dans la VAR, mais c'est plus litigieux que ce qui n'y paraît quand même. Ouais. La seule chose qui est sûre, c'est que des situations litigieuses jusqu'à la fin du championnat et en Ligue des Champions, on va encore en voir et on va encore ergoter. Mais c'est aussi ça la beauté du foot, de pouvoir parler de ces situations un peu spéciales. Donc 1-1, il nous reste un match à voir. C'était le choc entre Bâle et Young Boys, deux équipes qui ont joué l'Europe. On va rentrer là avec là aussi un but dans cette partie et c'est Siebatcheux qui va pouvoir s'illustrer. 20e minute. La passe va venir suite à cette récupération, ce contrôle. Et Bielia qui joue au chat à la souris avec le défenseur rhénan et qui parvient à transmettre à Siebatcheux. Oui, comme il a réussi à passer entre les deux centraux. Regardez, alors c'est clair que c'est un petit peu du billard. Il se jette. Et bien sûr, comme défenseur, on peut quand même regretter qu'un attaquant passe comme ça entre les deux centraux. Siebatcheux est bien placé. Mais ça récompensait un Young Boys qui me semblait être dans l'esprit beaucoup plus entreprenant et plus présent. Bâle qui va revenir dans cette partie, qui aurait pu égaliser sur ce coup franc Stocker. Casami frustré parce qu'il envoie sa tête sur le poteau. Ouais, Casami, il en a mis des bien plus faciles. Le ballon, il est merveilleusement bien botté par Stocker dans une zone qui est impossible pour le gardien. Et alors là, on va s'arrêter un moment, messieurs, parce que c'est le tournant de cette partie. Masseras qui va être expulsé. Il y a d'abord cette scène, donc pas une expulsion directe, mais un double jaune. Il y a cette scène entre Cabral et Masseras qui prennent chacun le jaune. Et puis, moins de 2 minutes plus tard, il y a une nouvelle scène, toujours entre les mêmes joueurs. Et là, Masseras va se faire expulser pour un second jaune qui a l'heure de vous mettre en colère. Ouais, moi, elle m'a rendu nerveux. Ces scènes m'ont rendu nerveux. Ça m'a un petit peu, ça a entaché ce bel après-midi parce que pour moi, l'arbitre, il a faussé le match. Un choc au sommet comme ça, il n'y en a pas tous les week-ends, qui plus est entre deux équipes en forme. On peut analyser les deux scènes. Hein. D'abord, on voit quand même Cabral qui met le feu aux poudres et puis qui va complètement chercher Bicher qui recule. Ça, pour moi, ça peut valoir plus qu'un carton jaune parce qu'il excite tout le monde, il énerve tout le monde. C'est juste de la provocation. Il va encore même
jouer des coudes avec les Bernois. Masséras ne doit pas réagir, et, ok, on est d'accord, mais ça c'est normal, c'est naturel. Et puis cette scène-là, elle est encore plus énervante pour moi, elle est encore plus frustrante. Vous disiez, Claude, que la notion d'être le premier sur le ballon est à prendre en compte. On le voit, Masséras, il fait une passe en rétro, puis après, il ne peut pas faire un arrêt sur image. Il passe en rétro, il donne, il a le ballon. C'est lui qui a le ballon. Donc ça, c'est fondamental en football quand on est le premier sur le ballon. Ben voilà, puis tout d'un coup, emporté par l'élan, parce que bien sûr, il ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas d'arrêt sur image, eh bien, il tombe sur le joueur de balle. Mais voilà, c'est tout à fait fortuite. Et puis c'est une intervention bien jouée, le défenseur. Tu as réussi à garder le ballon. Et donc, on se retrouve au vestiaire à cause de ça. C'est-à-dire que alors, la notion du jeu n'est pas la même. On a perdu une notion du jeu élémentaire. En complément de ce que dit Claude, on peut dire aussi que le contact entre Masséras et Cabral sur le deuxième carton jaune, il est malencontreux parce qu'il y a faute à l'origine sur Masséras qui se fait déstabiliser justement par Fabian Frey. Sinon, il n'aurait jamais taclé pour faire cette passe en retrait. Il aurait pu faire une passe en retrait toute tranquille, sans problème, sans opposition de l'adversaire. On n'en parle même plus. Là, il y a faute à l'origine, ce qui le déstabilise et qui le fait tomber, entre guillemets, sur la cheville du Brésilien. Donc c'est frustrant parce qu'on avait un choc qui a été faussé. Et puis finalement, la deuxième période, elle a été décevante quand même. Ouais, un petit sentiment d'injustice côté bernois. Les Bernois en deuxième période, ils ont défendu tant qu'ils ont pu. Puis il va y avoir une scène assez extraordinaire, encore une, vous allez voir. Sur l'égalisation rhénane, Esposito et Tchemert se disputent le ballon. Esposito dit qu'il veut absolument tirer ce coup franc. Tchemert appelle même son capitaine à l'aide pour essayer de faire entendre raison à l'Italien. Regardez ce qui va se passer. Esposito pose le ballon, obtient gain de cause et poum, c'est dedans. Sacré caractère quand même. Ah, j'adore. Ça, franchement, c'est des belles scènes du football. Ça montre la personnalité du garçon. Il a 19 ans, il vient d'arriver dans son nouveau club. Il prend le ballon, il n'y a personne qui peut le déstabiliser, il n'y a personne qui peut l'influencer. Kemert, on est d'accord, c'est un jeune joueur aussi, mais là, il s'impose et puis c'est du grand art ensuite, son coup franc. Mais là, c'est vrai qu'on a meilleur temps de marquer lorsqu'on s'impose de cette sorte. Il va y avoir encore une occasion et les choix à Cabral, là, qui tente une magère, le ballon qui frôle les poteaux de Von Balmos. Il n'y a pas tellement grand-chose d'autre à faire pour Cabral quand même dans cette situation. Alors visiblement, oui, c'est vrai qu'on voit que la fin de l'image, c'est difficile de juger. Pour revenir quand même à l'épisode du coup franc, sincèrement, quand le numéro 10 dispute le coup franc face au numéro 4, le défenseur central, je pense que le numéro 10 peut prendre le ballon. Non. À un moment donné, il y a chacun sa spécialité. Et puis lui, visiblement, il voulait le tirer. Quand le petit jeune veut tirer, c'est toi qui tires. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est très réducteur pour des défenseurs centraux qui ont des belles pattes, qui ont des beaux pieds, des belles qualités techniques comme Tchemert. Il a déjà mis des coups francs, il a déjà mis des frappes de loin. Et je suis persuadé qu'un coup franc comme ça, Tchemert aurait pu le mettre aussi. Mais par contre, au final, il le met et il a eu tout juste. Mais cette scène est juste incroyable parce qu'on sent vraiment, entre ces deux joueurs, la tension. Non, c'est vraiment moi qui veux le tirer. Mais oui, c'est la personnalité. C'est mieux qu'il y en ait deux. Maintenant, c'est vrai que les meilleurs tireurs de coups francs dans l'histoire du foot, Jérémy, c'était pas vraiment les défenseurs centraux. Mais vous avez raison, Kemert, il en a mis aussi. Mais là, c'était toute la patte technique. Mais encore une fois, qui a raison, qui a tort, c'est qu'à un moment donné, on fait preuve de caractère, de personnalité. Le petit, il a dit, je la sens, je la prends. Et puis, s'il avait tiré 10 mètres en dessus, ça serait pas. Je pense que dans les vestiaires, il y aurait eu discussion. On va écouter des réactions à l'issue de cette partie. Fabian Frey, un match en deux phases. Première mi-temps plutôt bernois, deuxième mi-temps complètement pour vous. 1-1, c'est juste? Ouais, je crois c'est vrai, c'est le juste résultat à la fin. Clair qu'on est un peu déçu. Juste après le match, je crois c'était 60 minutes, presque 60 minutes avec un joueur de plus. Tu veux gagner le match, c'est clair. Mais avec toute la préparation qu'on a eue avec le match à jeudi, je crois que c'est correct, le résultat le prend. On sent cette différence avec ces matchs qui se succèdent, avec cette fatigue en fin de match. Ouais, je crois qu'on a vu, on a vraiment essayé de marquer ce but à la fin, mais on était toujours un mètre ou un pièce trop tard. Et tu vois la fatigue de l'équipe, que c'est normal. Maintenant, on a la pause, on peut regagner l'énergie qu'on a perdue et après on peut réattaquer. Cédric Zessiger, 100e match de Super League pour vous. 1-1, bon résultat? Ouais, vu le déroulé de match, la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, je pense que c'est un résultat positif pour nous. On aurait bien ramené les 3 points, mais vu le déroulement du match, c'était dur. On savait une mi-temps à 10 à balle, c'est difficile, mais on s'est bien battu. On prend un but un peu bête sur un coup franc. Puis après, voilà, on s'est bien battu, on a tout donné. Puis je pense qu'un point, c'est mérité quand même.
En première mi-temps, vous avez monopolisé le ballon, vous étiez l'équipe vraiment la meilleure. Et puis après, il y a eu ce fait de jeu à la 40-42e. Comment est-ce qu'on explique cela? Je pense qu'on a contrôlé le match, on a eu les occasions, on a marqué le premier but. Eux, ils n'ont quasiment rien eu. Et puis voilà, on était très bien. Et puis on sait que c'est toujours difficile de jouer à balle. Et puis la première mi-temps qu'on fait, elle est très très bonne. Mais après, voilà, il y a le carton rouge. Et après, eux, ils ont un peu le surplus, quoi, avec un joueur en plus. Donc voilà, mais comme j'ai dit, on s'est bien battu. On a ramené un point. Puis maintenant, je pense, avec toute la première partie du championnat, on peut quand même être content avec ce qu'on a fait. Content, Cédric Tsessiger, buteur sur la scène européenne. Et puis, Néo International. On résume les résultats de cette 5e journée avec 2 matchs qui se sont déroulés hier. 11 buts, Saint-Gall-Zurich 3-3, Sion-Lugano 3-2. Et puis, 11 dimanche, 6 réussites, Lucerne-Lausanne, Grasshopper-Servette, Bâle-Young Boys, à chaque fois 1-1. Au classement, Zurich reste en tête, Bâle s'accroche évidemment. Servette est sur le podium à égalité avec Sion. Et puis en queue de classement, Lausanne et Lucerne qui sont à 2 points. On jouait également en Challenge League. Côté roman, on va découvrir les buts de Neuchâtel Xamax qui s'est imposé 3-0. Haile Selassie qui a marqué 2 fois sur passe de Mafuta. Et puis le même Mafuta a marqué lui aussi 3 réussites pour les Xamaxiens face à Ville. Ville qui a terminé à 9 avec 2 expulsions. Manifestement, ça va mieux pour Xamax cette saison que la saison dernière. Ah, ça fait vraiment plaisir et on voit qu'ils ont tiré les enseignements de cette saison très très compliquée. Et ils ont bien recruté cet été et ça fait des différences. Claude Riff, évidemment, lorsque Xamax joue, j'imagine que là aussi, il y a quelque chose qui résonne. Absolument, ça ne laisse pas indifférent avec des gens qu'on aime bien là-bas. Et puis, c'est surtout aussi pour Andrea Binotto qui a pu former cette fois son groupe. Il n'a pas dû subir comme il a pris l'équipe au mois de janvier. Là, il a pu former, il a fait les retouches qui lui semblaient nécessaires. Et puis, je crois qu'il y a aussi un très bon état d'esprit là dans l'équipe, dans le club. On revoit de nouveau du public, que le public répond présent. Et puis, il marque des buts, il s'impose. Il faudra compter sur Xamax cette saison. Compter pour Xamax, à votre avis, pour jouer les premiers de classe, ça semble être acquis. Pour espérer plus? Oui, tout à fait, parce que là, on voit... Alors, bien sûr, c'est bien de bien commencer. 5 matchs, c'est pas 36 matchs, il en reste encore 31, donc il peut se passer tellement de choses. Mais commencer 5 matchs, 13 points, et puis on sent l'équipe bien équilibrée. Elle est quelquefois un petit peu jeune derrière, mais les joueurs prennent position, et puis ils commencent à avoir les automatismes défensifs, parce que ce sera là aussi que ça va se jouer. Puis au milieu de terrain, devant, il y a de la qualité. Alors, on verra un autre club lourmand jouer également, Yverdon, qui a marqué 3 buts, dont un doublé de Korokone. On va voir la première réussite de l'ancien Servettien, mais qui s'est incliné 4-3 face à Chafouz. C'est plus compliqué pour Yverdon. Oui, mais c'est le lot des néo-promus en Challenge League. On sait que le saut de Promotion League à Challenge League est souvent compliqué. Ils ont fait un très très bon recrutement. Ils ont pris Willy Forte, qui connaît la Swiss Football League. C'est un groupe qui se construit, c'est une expérience commune qui se construit. Il faut être patient, ils ont la qualité. Ils viennent de prendre encore Christian Zok en provenance du FC Sion. Ils ont la qualité pour faire une bonne Challenge League, mais par contre, il ne faut pas laisser la locomotive et les autres poursuivants s'échapper, parce qu'après, il y a vite pression. Alors, on résume ce qui s'est passé en Challenge League avec les tableaux de cette journée, avec Haro qui s'est incliné face à Vaduz 3-1, Kriens qui a perdu 3-2 contre Winterthur, Xamax, on vient de le voir, a battu Ville 3-0, et puis Chafouz 4-3 contre Yverdon. Au classement, Xamax, on le disait, caracole en tête, et puis en queue de classement, on retrouve Ville, Kriens et Yverdon. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette émission, mais on accueille sur ce plateau le plus précis des barbus de la rédaction. Dani Romano, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour match après match? Bonsoir Mathias, match après match ce soir, avec le retour évidemment sur le choc de la 5e journée entre Bâle et IB. On reviendra plus précisément sur l'épisode qui a fait discuter le carton rouge à Quentin Maceiras pour double avertissement. On reviendra également sur la belle semaine des Bâle
Bâlois et des Bernois qui se sont qualifiés pour la phase de groupe de la Conference Europa League et de la Champions League. On parlera aussi de la première liste de Murat Yakin depuis sa nomination à la tête de l'équipe de Suisse. Tout ça avec Steve Funbergen qui vient nous rendre visite aujourd'hui, notamment ancien joueur d'IB et de l'équipe nationale. Ce sera également avec Gabé Chapuisat et avec Stéphane Amoruso à partir de 20h. Et avec vous, Dany. Merci beaucoup. C'est d'ici une petite heure. Voilà, nous arrivons au terme de la journée consacrée à la Super League. Merci Claude Riff. Merci Jérémy Manière. Je me réjouis de vous retrouver sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Une très très belle suite. Restez sur Blue Sport parce que il y a encore des choses à écouter et à discuter. À tout bientôt. Au revoir.